Il y a une vérité inconfortable que la plupart des gens préfèrent ignorer. Si votre calme dépend du fait que tout soit sous contrôle, vous avez déjà perdu. La plupart des gens vivent piégés dans le va-et-vient des circonstances, esclaves de réactions automatiques, accros à l'approbation et terrifiés à l'idée de perdre l'équilibre lorsque l'environnement cesse d'être prévisible. La culture actuelle vend le calme comme un état qui ne se produit que lorsque tout va bien. Mais cette paix est fragile, superficielle et toujours sur le point de se briser. Celui qui confond sérénité et passivité ne comprend pas que le vrai calme est une décision féroce, une posture de force intérieure qui se forge en affrontant le chaos de face et non en s'enfuyant. Ici, nous n'allons pas romantiser la souffrance, ni te promettre des formules magiques pour éteindre tes pensées inconfortables. La réalité est que tu as besoin de discipline, d'entraînement et d'un esprit prêt à accepter ce que tu ne peux pas changer. Le stoïcisme n'est pas pour les faibles ni pour ceux qui cherchent des excuses. C'est un mécanisme mental qui sépare l'essentiel de l'accessoire, qui t'oblige à cesser de mendier la validation et à regarder de front tes propres fractures internes. Le calme ne se négocie pas avec l'environnement, il se conquiert par la maîtrise personnelle. Personne ne peut te ravir ta paix si tu décides de la protéger avec détermination. Aujourd'hui, tu vas apprendre 8 façons concrètes de construire ce calme puissant et absolu, non pas pour devenir un spectateur passif, mais pour être quelqu'un qui décide comment répondre, même lorsque tout semble être au bord de l'effondrement. Le calme est ton plus grand outil de pouvoir. Le maintenir en toutes circonstances est la différence entre être maître de ta vie ou vivre à la merci de ce que tu ne peux pas contrôler. 1. Entraîne ton esprit chaque jour. Ton esprit ne va pas se renforcer tout seul. Personne ne va venir l'entraîner à ta place. Ce que tu ne pratiques pas s'atrophie, et la faiblesse mentale est la racine de presque toutes tes crises. Les gens s'attendent à ce que la tranquillité arrive comme une sorte de récompense automatique. Mais la vérité est que le calme authentique est un résultat, pas un cadeau. Si tu prétends te maîtriser seulement lorsque le monde te frappe, tu es déjà en retard. Tout le monde veut de la résistance, mais presque personne ne supporte le poids de la discipline quotidienne. Tu n'es pas spécial. Les excuses que tu répètes, c'est juste que je n'ai pas le temps aujourd'hui. C'est comme ça que je suis. Je commence demain, sont les mêmes qui détruisent la volonté de millions. Il n'y a pas de progrès sans un entraînement conscient et constant. Chaque jour que tu remets à plus tard la maîtrise de ton esprit, tu l'abandonnes aux impulsions, à l'anxiété, aux habitudes toxiques qui te tirent vers le chaos. Tu ne peux pas exiger du calme lorsque tu ne l'as jamais cultivé avec de la sueur, de l'effort et de l'inconfort volontaire. L'esprit, tout comme le corps, répond à l'entraînement. Ce que tu répètes se renforce. Ce que tu évites devient une faiblesse chronique. Ta réaction automatique face au stress, à la colère ou à la frustration n'est pas un destin. C'est une conséquence de ton abandon quotidien. Si tu n'as jamais affronté le silence, si tu n'as jamais toléré l'inconfort sans chercher des distractions, si tu ne t'es jamais obligé à être présent, même lorsque tout ton système nerveux veut fuir ou exploser, alors tu n'as pas le droit de te dire fort. La maîtrise intérieure n'est pas une étiquette, c'est une dette payée par des renoncements et des décisions inconfortables. Le calme sans entraînement n'est qu'une façade. Entraîner l'esprit, c'est te défier chaque jour. Ne pas céder à la réaction immédiate, ne pas chercher le soulagement facile, ne pas te livrer à la validation des autres. Chaque fois que tu choisis la pause au lieu de l'impulsion, chaque fois que tu acceptes la réalité sans te plaindre, ni exiger qu'elle change pour te convenir, tu construis une base indestructible. Mais cela ne se fait pas automatiquement. Cela nécessite une vigilance brutale sur tes pensées, une honnêteté inconfortable sur tes schémas, un rejet constant de l'auto-apitoiement. Celui qui cherche des excuses s'enterre vivant sous la médiocrité de ses propres limites. Ne te trompe pas. Chaque jour, tu entraînes quelque chose. Soit tu entraînes la discipline, soit tu entraînes la paresse, soit tu renforces ta capacité à choisir, soit tu renforces ton addiction à la facilité. Il n'y a pas de point neutre.
Si ton esprit s'effondre face à la première difficulté, ne blâme pas le monde, blâme ta routine. Entraîne-toi à supporter le poids de l'inconfort, à accepter le vide sans le remplir de bruit, à contrôler le flux interminable de pensées inutiles qui épuisent ton énergie. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, ta vie sera le reflet de ce désordre interne. Arrête d'attendre que le calme soit une conséquence de conditions idéales. Le calme est le résultat d'une guerre silencieuse contre tes propres mécanismes faibles. Il n'y a pas de raccourci, pas de truc secret, pas de gourou qui puisse le faire à ta place. Fais ce qui est inconfortable aujourd'hui ou tu paieras des intérêts de souffrance demain. Seuls ceux qui entraînent leur esprit chaque jour peuvent maintenir le calme lorsque tout s'effondre. La discipline mentale est plus forte que n'importe quelle crise. Si tu n'entraînes pas, tu te brises. Si tu t'entraînes, tu deviens incassable. 2. Maîtrisez votre réaction face au chaos. Un message inattendu, le trafic bloqué alors que vous êtes déjà en retard, une critique sans filtre au milieu d'une réunion. Le chaos arrive toujours de manière petite et précise, juste au moment où cela vous intéresse le moins. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un désastre monumental pour dérailler l'esprit. Il suffit de ce moment où quelque chose échappe à votre contrôle et vous sentez la tension s'installer dans votre corps, comment votre respiration se raccourcit et l'impulsion de réagir grandit à l'intérieur. Ce qui suit ne dépend pas du monde, mais des mécanismes que vous avez renforcés en silence ou de ceux que vous avez négligés pendant des années. Car face au chaos, la réaction n'est pas seulement une réponse automatique, c'est le reflet fidèle de l'entraînement ou de l'abandon que vous portez en vous. C'est ici que la plupart échouent. Ils se justifient en disant qu'ils n'ont pas pu l'éviter, comme si leurs émotions étaient étrangères, comme si la colère ou l'anxiété étaient des météorites impossibles à éviter. Mais la vérité inconfortable est que chaque décharge émotionnelle est un permis que vous vous accordez, une habitude que vous répétez parce qu'elle vous est familière, parce que céder aux premières impulsions vous épargne l'effort de vous analyser. Le chaos a la capacité de dénuder vos croyances les plus profondes. Quand tout semble aller bien, il est facile de croire que vous avez le contrôle. Quand les plans s'effondrent, il devient clair à quel point vous maîtrisez vos propres filtres mentaux. Pourquoi certains s'effondrent-ils et d'autres restent-ils fermes ? Parce que la plupart vivent en pilote automatique, réagissant selon de vieux programmes, sans s'arrêter pour remettre en question d'où vient ce besoin d'avoir toujours raison, cet élan à défendre leur ego ou cette urgence à blâmer quelqu'un d'autre. L'esprit ne fait pas de distinction entre le chaos externe et interne si vous ne l'avez jamais entraîné à le faire. Si vous réagissez avec colère, avec plainte, avec drame, ce n'est pas parce que l'environnement est trop hostile, mais parce que votre seuil de tolérance est bas et votre discipline mentale est fragile. C'est là que se joue la véritable bataille, non pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont vous choisissez de l'interpréter et de répondre. Vous n'avez pas à devenir une machine froide, mais vous devez vous interroger sur le fait que votre réaction vous renforce ou vous affaiblit. Chaque fois que vous perdez le contrôle, vous renforcez l'idée que vous êtes une victime des circonstances. Chaque fois que vous choisissez le calme, vous vous rappelez que vous pouvez vous maîtriser même quand tout semble vous pousser à la limite. Maîtriser votre réaction face au chaos est avant tout un acte d'honnêteté brutale envers vous-même. Il ne s'agit pas de faire semblant que rien ne vous affecte, mais de reconnaître le point exact où l'émotion surgit et de décider de ne pas vous laisser emporter par elle. Le premier élan est souvent le plus bruyant, mais il est rarement le plus sage. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Acceptez que vous ne contrôlez pas ce qui arrive, mais que vous pouvez contrôler votre réponse. Cela exige une vigilance constante sur vos pensées, une sorte de filtre interne qui vous oblige à distinguer entre ce qui est urgent et ce qui est important, entre ce qui nécessite une réponse et ce qui cherche seulement à alimenter votre ego blessé. Plus vous vous entraînez, moins vous êtes réactif. Vous n'êtes pas obligé de réagir immédiatement. La pause est votre outil le plus puissant. Décidez de ne pas être esclave de vos impulsions. Faites de la pause une habitude, pas une exception. Vous êtes autant ce que vous choisissez de tolérer que ce que vous ne permettez pas dans votre esprit.
Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de ne pas vous laisser enlever par elle. Lorsque vous maîtrisez votre réaction, le chaos perd sa capacité à vous définir. La véritable force est maîtrise, pas explosion. La paix se construit dans la seconde de doute avant de répondre. 3. Sépare ta valeur de la validation externe. Je te l'avoue, pendant des années, j'ai été accro à une drogue invisible. Ce n'était pas une substance, c'était quelque chose de bien plus subtil et de ce fait, plus difficile à abandonner. Je parle du poids constant de la recherche d'approbation, de ce besoin insatiable que le monde me dise que je faisais les choses correctement, que j'avais de la valeur, que j'étais suffisant. Le problème, c'est que ce mécanisme s'installe silencieusement. Il commence par de petits gestes, par le désir d'un regard, par l'attente d'un message, par la recherche désespérée d'applaudissements ou au moins d'un signe que tu existes pour les autres. Ce qui est dangereux, c'est qu'une fois que tu cèdes ce contrôle, tu deviens un otage. La validation externe te donne un soulagement momentané, mais en même temps, elle te fragilise. C'est une dette émotionnelle que tu ne termines jamais de rembourser. Chaque fois que tu liais ta valeur à ce que les autres pensent, tu renforçais l'idée que tu as besoin de permission pour te sentir en sécurité, pour te sentir en paix avec toi-même. En décomposant cela, la racine est simple mais brutale. Tu entraînes ton esprit à dépendre. Lorsque ton estime de soi fluctue selon le jugement ou l'indifférence des autres, le sol sous tes pieds n'est jamais ferme. Les éloges deviennent ton carburant et la critique, une condamnation. Analyse comment fonctionnent tes pensées. Tu calcules tes mots pour plaire. Tu filtres ton comportement par peur du rejet. Tu ajustes tes opinions pour t'intégrer, même si cela te coûte un peu de te trahir. Ce qui semble être une adaptation est en réalité une autocensure constante. Ce n'est pas de la flexibilité, c'est de la peur déguisée en diplomatie. Ainsi, tu remets ta tranquillité à la volatilité des opinions des autres. Tu ne peux pas construire le calme sur des fondations qui ne te sont pas propres. Au fond, la validation externe est un piège mental qui te vole ton pouvoir. Lorsque tu en dépends, ta tranquillité devient fragile. Il suffit d'une critique, d'une omission ou d'un commentaire ambigu pour que tes certitudes s'effondrent. C'est ce mécanisme qui soutient l'anxiété sociale, l'insécurité chronique et la sensation d'être toujours en dette envers l'environnement. Chaque fois que tu permets à un regard ou à un mot de déterminer ton état intérieur, tu renforces un schéma d'esclavage émotionnel. Ce n'est pas une exagération, c'est une mathématique psychologique. Si ta valeur dépend de variables hors de ton contrôle, tu n'auras jamais de contrôle réel sur ton esprit ni sur ton calme. L'alternative est inconfortable, mais c'est la seule qui vaille. Séparer ta valeur de la validation externe exige une rupture avec cet entraînement automatique. C'est un processus inconfortable car cela implique de décevoir, de déranger ou même de perdre l'approbation de ceux qui t'entourent. Mais voici la vérité simple. Tu es libre seulement lorsque tu n'as plus besoin des applaudissements de quiconque. Si ton estime repose sur l'intérieur, aucune critique ne peut te fracturer. Ce que pensent les autres est une donnée, pas un jugement. Tu n'es pas ta réputation, tu n'es pas le reflet des attentes des autres. Ta tranquillité est un investissement interne et délibéré, pas un prêt que le monde peut révoquer à sa guise. Mettre cela en pratique quotidienne nécessite un filtre mental impitoyable. Chaque fois que tu ressens l'urgence de chercher reconnaissance, arrête-toi et demande-toi si ce besoin renforce ou affaiblit ton caractère. La reconnaissance authentique ne doit jamais être le moteur, seulement une conséquence. Si ta mission est de plaire, ta vie sera une chaîne de concessions. Si ta mission est d'être intègre, le véritable calme sera à toi-même au milieu du rejet ou de l'indifférence. Personne ne peut te donner ce que tu ne cultives pas à l'intérieur. L'approbation qui compte est celle qui résiste au silence et à la solitude. La véritable liberté commence le jour où tu cesses de demander la permission d'être toi-même. 4. Affronte l'inconfort sans résistance. Tu traverses une rue sous le soleil de midi et l'asphalte semble fondre sous tes pieds.
L'air est dense, chaque pas pèse le double, les vêtements collent à la peau et la sueur te brûle les yeux. Tu pourrais chercher de l'ombre, tu pourrais faire demi-tour et remettre ton destin à plus tard, mais tu choisis d'avancer, ressentant chaque inconfort avec une brutalité claire. Il n'y a pas de raccourci, pas de refuge, juste le chemin et la certitude que l'inconfort ne disparaîtra pas parce que tu l'ignores. C'est ainsi que fonctionne l'esprit face à l'inconfort. La réaction automatique est de fuir, de se distraire, d'amortir. Mais seulement lorsque tu choisis de traverser cette chaleur mentale, sans chercher un soulagement immédiat, tu commences à entraîner la véritable résistance. L'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est le maître que tu n'as jamais demandé, mais dont tu as le plus besoin. La plupart des gens passent leur vie à construire des routines pour éviter tout contact avec l'inconfort. Ils s'entourent d'amortisseurs, le téléphone, la nourriture, la conversation superficielle, tout ce qui peut masquer le poids d'exister sans distraction. Le résultat est une vie anesthésiée où chaque petit désagrément se transforme en crise. Mais l'inconfort a une valeur cachée. C'est l'espace où les fractures du caractère deviennent visibles et tu peux, si tu es brutalement honnête, commencer à les réparer. Observe ton corps lorsque tu fais face à l'inconfort. Les épaules se tendent, la mâchoire se serre, le regard cherche une échappatoire. C'est un théâtre physique de l'esprit qui résiste à ce qu'il n'aime pas. Mais cette résistance est précisément la racine de l'anxiété et de la souffrance. Plus tu te bats contre l'inévitable, plus tu t'épuises et moins tu apprends. L'inconfort, accepté sans résistance, devient un outil de transformation. Il ne s'agit pas de chercher la douleur pour la douleur, ni de glorifier la souffrance inutile, mais de comprendre que la véritable sérénité n'apparaît que lorsque tu cesses de négocier avec la réalité. Chaque fois que tu choisis de t'asseoir avec l'inconfort, sans rien altérer, sans exiger qu'il change, ton esprit apprend qu'il peut supporter le poids sans se briser. C'est à cet instant, lorsque tu continues à respirer lentement, malgré l'urgence de fuir, que la maîtrise intérieure commence à s'installer. Le véritable entraînement se produit lorsque tu décides de rester un peu plus longtemps dans l'inconfort. Ne pas fuir une conversation difficile, tenir ces secondes supplémentaires dans le froid ou dans le silence, supporter le désir d'interrompre le vide avec des distractions. C'est là que se renforce le muscle du calme. Ne sous-estime jamais le pouvoir de résister sans te durcir. L'inconfort accepté sans lutte se transforme en clarté. Les émotions cessent d'être des menaces et deviennent des données que tu peux observer sans peur. Si ton premier instinct est d'éliminer l'inconfort, ta vie sera dictée par l'évasion. Mais si tu peux être présent au milieu du malaise, sans chercher d'excuses ni d'anesthésie, tu deviens une personne qui ne se brise pas face à l'inattendu. Le calme, c'est rester là où les autres fuient. La tranquillité, c'est accepter la chaleur de l'asphalte sans fantasmer sur l'ombre. L'inconfort est le maître silencieux de la maîtrise personnelle. Ne demande pas à la vie d'être facile. Entraîne-toi à devenir quelqu'un d'impossible à briser. 5. Pratiquer la pleine conscience à chaque instant. La pleine conscience n'est pas une mode, c'est le seuil entre être maître de son esprit ou esclave de ses habitudes. Chaque fois que vous vous laissez distraire, chaque fois que vous vous perdez dans des pensées automatiques, vous offrez des minutes de votre vie au néant. Voulez-vous savoir pourquoi vous vous sentez anxieux? Pourquoi le calme vous échappe? Parce que vous vivez en pilote automatique, piégé dans des boucles de souvenirs inutiles et d'anticipation qui ne se réalisent jamais. Il n'y a pas d'excuse. L'attention est une capacité que vous décidez d'entraîner ou de laisser pourrir. Arrêtez de répéter que vous ne pouvez pas l'éviter, que c'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. C'est de l'auto-tromperie. Ce que vous appelez distraction constante n'est que de la paresse mentale déguisée en normalité. L'esprit inattentif est un terreau fertile pour le chaos. Chaque fois que vous laissez vos pensées vagabonder sans contrôle, vous ouvrez la porte à l'anxiété, à l'irritation et à la fatigue. Vous vous trompez en croyant que vous pouvez faire 1000 choses à la fois, mais vous ne parvenez qu'à fragmenter votre énergie et à affaiblir votre volonté.
Personne ne devient fort en vivant dans la dispersion. La pleine conscience est la discipline inconfortable d'être ici, de résister à la tentation de fuir vers des fantasmes ou des préoccupations. C'est regarder en face ce qui se passe, sans filtre, sans anesthésie, sans manipuler la réalité pour qu'elle corresponde à vos désirs. Il ne s'agit pas de devenir un robot, ni de forcer l'esprit à être vide, mais de prendre le contrôle brutal de ce que vous laissez entrer et de ce que vous décidez d'alimenter avec votre attention. L'auto-tromperie la plus courante est de croire que la pleine conscience est une pratique réservée à des moments spéciaux, lorsque vous méditez ou lorsque tout est silencieux. Mensonge. L'entraînement réel se déroule au milieu de la circulation, au bureau, dans le bruit et l'inconfort. Vous vous entraînez maintenant ou jamais. Si vous ne pouvez pas être présent en lavant la vaisselle, vous ne le serez pas non plus lorsque la vie exigera de vous de la fermeté. L'esprit indiscipliné se cache derrière des excuses. Je n'ai pas le temps. Je me laisse facilement distraire. C'est comme ça que je suis. Ce sont des phrases de défaite, non de quelqu'un qui veut maîtriser son destin. La pleine conscience est une décision que l'on prend à chaque geste, à chaque mot, à chaque pensée que vous choisissez de ne pas suivre. Voici une vérité qui dérange. Si vous ne contrôlez pas votre attention, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Le monde est conçu pour capturer votre esprit, le programmer avec des stimuli et des notifications, vous vendre l'illusion que vous pouvez vous fragmenter sans conséquence. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes complice. Chaque fois que vous cédez à l'impulsion de vérifier votre téléphone, d'interrompre le présent avec une préoccupation, vous renforcez le muscle de la déconnexion. Le coût est élevé. Un esprit qui ne sait pas être ici est un esprit faible, vulnérable et manipulable. La pleine conscience est l'outil le plus sous-estimé et le plus puissant du contrôle personnel. Prenez vos responsabilités. Le calme que vous recherchez commence au moment où vous choisissez d'être présent. Le passé n'existe plus, le futur est un pari. Vous n'avez que la brutalité de l'instant présent. La pleine conscience n'est pas une technique, c'est une déclaration de guerre contre la dispersion chronique. Ne vous définissez pas par l'esprit automatique que vous avez hérité. Entraînez le muscle de la présence jusqu'à ce qu'il devienne votre état naturel. Arrêtez de chercher des échappatoires. Confrontez le moment avec toute votre présence. L'esprit concentré est invulnérable. La pleine conscience est pouvoir en état pur. 6. Utilisez le silence comme outil de pouvoir. Le silence n'a jamais été un refuge confortable. C'est un outil de pouvoir que la plupart sous-estiment parce qu'ils en ont peur. Le bruit constant, tant externe qu'interne, est devenu la norme parce que l'esprit faible ne supporte pas de se confronter à lui-même sans distraction. Lorsque vous êtes incapable de tolérer le silence, vous montrez que votre calme dépend de l'anesthésie et non de la maîtrise. L'inconfort du silence est qu'il vous confronte à vos mécanismes les plus primitifs. L'urgence de parler pour combler les vides, le besoin d'expliquer tout, l'impulsion de réagir à tout stimulus. Mais c'est là, dans cette pause inconfortable, que surgit la véritable force. Celui qui apprend à habiter le silence découvre qu'il n'a pas besoin de répondre à tout, qu'il n'y a aucune obligation de justifier chaque émotion, ni de participer à tous les jeux de validation des autres. Le silence n'est pas absence ni passivité, c'est une décision consciente de ne pas alimenter l'inutile. Chaque fois que vous choisissez de vous taire alors que vous pourriez vous défendre ou impressionner, chaque fois que vous filtrez ce que vous pensez avant de l'offrir au monde, vous entraînez un muscle mental que la plupart ne développent jamais. Le silence est un filtre brutal. Il laisse passer l'essentiel, retient l'impulsif, dénude ce qui compte vraiment. Et c'est ici que le conflit interne apparaît. L'esprit réagit parce qu'il déteste le vide, parce que dans le silence remontent les doutes, les insécurités, les comptes à régler avec vous-même. Vous ne recherchez pas le bruit par plaisir, mais parce que le silence vous confronte à ce que vous ne voulez pas voir. L'addiction à parler, à vous justifier, à remplir chaque instant de mots ou de stimuli, n'est qu'un masque pour éviter de regarder en face ce qui se cache derrière la façade.
Utiliser le silence comme outil de pouvoir exige une honnêteté inconfortable. C'est accepter que tout ce que vous pensez ne mérite pas d'être exprimé, que toute émotion n'a pas besoin d'être partagée, que votre valeur ne se mesure pas à la quantité d'opinions que vous jetez au monde. Observez votre impulsion à interrompre, à expliquer, à participer à des discussions inutiles. Là se cache la peur, l'insécurité, une dette émotionnelle que vous essayez de régler avec des mots. Mais chaque fois que vous choisissez le silence délibéré, vous désaccoutumez votre esprit au vice de la réactivité. Vous lui montrez qu'il peut supporter l'inconfort de ne pas avoir le dernier mot, et que votre paix ne dépend pas de contrôler la narration externe. Il y a un pouvoir réel dans la pause. L'esprit qui se retient gagne. Le mot que vous ne lancez pas vous épargne des conséquences. Le silence n'est pas vide, c'est contrôle. Entraîner ce niveau de discipline commence par le petit. Ne pas répondre à l'impulsion de se défendre immédiatement. Ne pas remplir les conversations d'explications inutiles. Ne pas toujours chercher le dernier mot. C'est un exercice de résistance psychologique. Supporter la pression interne de vouloir intervenir. Et, au contraire, maintenir la posture ferme de celui qui sait que le silence communique aussi. Parce que se taire n'est pas se museler. C'est choisir quand et comment agir, depuis la maîtrise et non depuis l'automatique. Le silence inconfortable est l'espace où l'esprit apprend à ne pas être esclave des impulsions. Le calme puissant se cultive dans cet espace entre stimulus et réponse, où seul celui qui supporte le silence peut observer la véritable origine de ses réactions. Si vous n'êtes pas capable d'être en silence avec vous-même, vous serez vulnérable à toute provocation, à toute critique, à tout bruit externe. Le silence est la preuve ultime que l'esprit est entraîné à ne pas céder le contrôle. Maîtrisez le silence et vous maîtriserez la conversation interne. L'esprit fort ne craint pas le vide. Il l'habite et le transforme en pouvoir. 7. Priorisez l'essentiel plutôt que le passager. Vous ouvrez l'application de messages et voyez des dizaines de notifications, la plupart sans importance, certaines urgentes seulement en apparence. Pendant que vous répondez, un appel entre et vous oblige à traiter un problème qui ne vous appartient pas. Le café refroidit pendant que vous naviguez entre les courriels et qu'un réseau social vous lance la dernière tendance, vous poussant à penser que vous devez tout savoir, donner votre avis sur tout, être partout. Mais sous cette avalanche de stimuli, la sensation d'oppression et de vide grandit. Chaque petite interruption vous éloigne de ce qui compte vraiment. Voici comment fonctionne le mécanisme. L'essentiel est écrasé sous la tyrannie du passager et l'esprit devient esclave de l'immédiat. Voici le plus grand ennemi du calme, l'incapacité de filtrer, de décider avec une brutalité honnête ce qui mérite votre énergie et ce qui ne fait que la consommer. La plupart des gens vivent piégés dans le mirage de l'urgence. Ils confondent activité et but, réaction et avancée. La journée s'écoule dans des tâches qui ne font qu'alimenter l'anxiété d'être occupé, mais qui construisent rarement quelque chose qui dure. L'esprit indiscipliné se laisse entraîner par la dernière nouveauté, perdant de vue ce qui soutient réellement la vie. Des relations solides, la santé mentale, des projets qui vous transforment, des valeurs qui ne changent pas avec le climat social. Le prix de cette dispersion est élevé. Vous finissez fatigué, insatisfait, et pire encore, avec la sensation d'avoir perdu le contrôle sur votre propre existence. Si vous ne décidez pas de l'essentiel, le monde le décidera pour vous, et son critère sera toujours votre faiblesse, pas votre force. La racine du problème est mentale, pas logistique. Le désordre extérieur est le reflet de la confusion intérieure, ne pas savoir distinguer le permanent de l'éphémère, le précieux du trivial. Sans ce filtre, tout stimulus est un ordre et toute urgence extérieure devient votre priorité. Entraîner l'esprit à prioriser est un acte de rébellion contre la médiocrité. C'est se poser avec froideur, cela contribue-t-il à mon but ou ne fait-il que remplir le vide du moment? La plupart évitent cette question car elle exige des renoncements inconfortables.
dire non à ce qui est populaire, mettre des limites là où il n'y avait auparavant que complaisance, accepter que le temps est un compte à rebours. Celui qui ne priorise pas se disperse. Celui qui se disperse perd toute capacité de maîtrise. Lorsque vous avez clairement défini l'essentiel, la sérénité devient automatique. Vous n'avez plus besoin de dépenser de l'énergie à vous justifier ni à poursuivre ce qui ne vous concerne pas. L'esprit entraîné à l'essentiel supporte le passage des modes, des crises et des changements d'environnement sans perdre son axe. Voici la phrase emblématique: l'urgent est un voleur déguisé en importance. Chaque fois que vous choisissez l'essentiel plutôt que le passager, vous renforcez le muscle de l'autocontrôle et vous vous rapprochez du calme inébranlable. La discipline ne réside pas dans le fait de faire plus, mais dans l'ignorance de ce qui n'apporte rien. Voici la stratégie que peu osent appliquer. Filtrer sans pitié, refuser l'accès à ce qui ne renforce pas, supporter l'inconfort de rester en dehors de la conversation superficielle. Il ne s'agit pas de vous isoler, mais de choisir avec une précision chirurgicale où vous mettez votre attention, votre temps et votre énergie. Lorsque vous faites de l'essentiel votre centre de gravité, tout le reste perd son pouvoir sur vous. La vie s'éclaircit et le chaos devient juste du bruit de fond. Le calme est le résultat naturel de la priorisation de ce qui définit votre caractère et de laisser mourir ce qui n'a jamais été indispensable. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez décider de ce qui pèse et de ce que vous lâchez. L'esprit fort est sélectif. Il choisit ce qui reste, lâche ce qui passe. 8. Fais du calme un choix conscient. Je confesse que pendant longtemps, ma réaction face à tout bouleversement était un tremblement intérieur difficile à dissimuler, même si à l'extérieur, je feignais une contenance que je ne ressentais pas. Un message inattendu, une nouvelle qui perturbait mes plans, le ton inconfortable d'une conversation suffisait à ce que ma mâchoire se tende et qu'un léger tremblement s'installe dans mes mains. Je devenais spectateur de mon propre corps, remarquant le pouls accéléré, les pensées débridées et cette urgence enfantine que tout revienne sous contrôle. À ces moments-là, le mot « calme » me semblait un luxe étranger, un état réservé aux gens avec moins d'exigences ou de problèmes. Je me trompais en pensant que la tranquillité était une conséquence et non une décision. Mais la réalité est que chaque geste, chaque respiration superficielle, chaque regard nerveux était la preuve exacte que j'avais choisi, même par omission, de ne pas maintenir le calme. Maintenant, je vois avec une clarté presque brutale que le calme n'arrive ni par accident, ni par génétique. C'est un choix inconfortable, fait au moment précis où tout en toi veut répondre au vieux schéma, serrer les dents, élever le ton, chercher des coupables ou fuir. Le corps envoie des signaux, les épaules se haussent, la voix tremble légèrement ou se durcit, la respiration devient courte et saccadée. C'est là, dans cette seconde où l'on ressent le poids de l'inconfort, que tu as l'opportunité de choisir. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'auto-assistance vide. C'est un acte conscient. Tu détends la mâchoire, tu expires plus lentement, tu observes l'impulsion de réagir et tu décides de ne pas céder. Le calme est un muscle qui s'active sous pression. La plupart attendent de ressentir la paix pour agir avec maîtrise. La vérité est que tu agis d'abord avec maîtrise, et c'est ainsi que le calme apparaît. Choisir le calme ne signifie pas nier ce qui te dérange, ni abandonner la fermeté. C'est regarder en face ce qui se passe, sans dramatiser ni minimiser, et décider que tu ne vas pas offrir ton énergie à ce que tu ne peux pas contrôler. C'est un processus qui se ressent sur la peau. Quand tout en toi veut discuter, tu choisis d'écouter et de soutenir le regard, même si à l'intérieur, la tension brûle comme un feu lent. Quand le monde te pousse à l'urgence, tu choisis de te déplacer plus lentement, répondant avec clarté et économie de mots. C'est inconfortable, oui. L'inconfort est le prix du calme conscient. Mais ce prix est toujours inférieur à celui de perdre le contrôle et de regretter ensuite l'épuisement émotionnel. Le quotidien est rempli de petites épreuves. La file qui avance plus lentement, la critique déguisée en conseil, l'erreur personnelle qui te laisse exposer.
Si tu t'observes, tu verras comment le corps veut toujours devancer l'esprit, cherchant la sortie la plus rapide. Mais ce même corps peut être ton ancre si tu lui apprends, par des actes concrets et répétés, que le calme ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la décision interne de ne pas réagir aux premières impulsions. La maîtrise commence par une pause. Cette pause n'est pas une faiblesse. C'est le signe que tu as cessé d'être esclave de tes mécanismes automatiques. Personne ne choisira le calme pour toi. Personne ne va t'installer un bouton de sérénité qui fonctionne sous pression. C'est ton travail, chaque jour, de faire face à l'inconfort et de décider que ta paix n'est pas à vendre. Rends-le visible, respire plus profondément, ralentis le rythme de tes gestes, contrôle le regard et la posture même quand à l'intérieur, il y a tempête. Ne cherche pas à paraître calme, sois-le, même si c'est difficile. Transformer le calme en un choix conscient est le plus grand acte de rébellion dans un monde qui glorifie la réaction et le drame. Choisis le calme, même si cela fait mal. Ce n'est qu'ainsi, avec chaque petite décision, que tu deviens le maître absolu de ton état intérieur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Être une bonne personne ne garantit le respect de personne. Souvent, l'obsession de plaire et de satisfaire devient un piège camouflé en vertu. Tu t'épuises, tu t'invisibilises et tu finis par payer un prix élevé pour une paix artificielle. Personne ne va prendre soin de tes limites si tu ne le fais pas d'abord. Nous vivons dans une culture qui applaudit le sacrifice et l'abandon excessif, mais qui se tait devant le coup psychologique de ceux qui s'oublient pour soutenir les autres. La soumission n'est pas de la bonté, c'est de la peur déguisée en générosité. Le stoïcisme ne parle pas d'être une statue froide, mais d'entraîner le caractère pour choisir fermement quand dire oui et, surtout, quand dire non. Celui qui ne se priorise pas devient un outil pour les autres. Tu n'es pas responsable de porter le monde sur tes épaules, ni de résoudre les vies des autres. Ta dignité ne peut pas dépendre de l'approbation extérieure. Cesser de se justifier est un acte de respect de soi, et apprendre à se taire à temps est la réponse la plus intelligente quand on cherche à te manipuler. La véritable liberté commence quand tu cesses de demander la permission d'être toi-même. L'inconfort est nécessaire, personne ne te rendra le temps ni l'énergie que tu as sacrifiée par peur de déranger. Aujourd'hui, tu vas apprendre à te choisir, même si cela dérange ceux qui sont habitués à ta soumission. Plus de concessions par peur, la fermeté est ta nouvelle forme de respect. 1. Arrête de chercher une validation constante, arrête de te mentir. Chercher une validation constante est un piège que tu as toi-même creusé et dont toi seul peux sortir. Tu n'es pas un enfant perdu qui a besoin de l'approbation de chaque personne autour de toi pour savoir que tu as de la valeur. Si tu continues à mesurer ta valeur selon les sourires des autres, les merci forcés ou les tapes dans le dos, tu hypothèques ta vie et ton pouvoir personnel en mensualité qui ne cesse jamais d'être payée. Le besoin chronique de plaire, d'être accepté à tout moment, est un mécanisme mental qui ne fait que te fragiliser et te transformer en marionnette des volontés d'autrui. Chaque fois que tu repousses tes limites par peur de déranger, chaque fois que tu tais ta véritable opinion pour ne pas perdre des points dans cette absurde compétition de sympathie, tu te trahis un peu plus. Et la vérité est celle-ci. Personne ne respecte celui qui s'humilie pour plaire. Personne n'admire celui qui vit en fonction des applaudissements. Arrête de te justifier en disant que tu es une bonne personne quand en réalité tu es incapable de dire non par peur du rejet. Ce théâtre ne sert qu'à ce que les autres t'utilisent comme un joker émotionnel, sachant que tu céderas toujours à la moindre pression. Être bon n'est pas se laisser piétiner, ni servir de paillasson pour que les autres nettoient leur frustration. La véritable bonté
exige de la force, exige du discernement, exige que tu te mettes en premier quand c'est nécessaire. Ne confonds pas éducation avec servilité, ni empathie avec soumission. Il y a une énorme différence entre aider par générosité et se donner par peur. Si ta paix dépend de l'approbation des autres, tu es esclave d'attentes que tu ne contrôles même pas. La philosophie stoïque est claire. Ta valeur n'est pas négociable, ta dignité non plus. Les stoïques ne cherchaient pas des applaudissements, ils cherchaient la cohérence interne. As-tu du mal à poser des limites? As-tu peur de décevoir? Alors tu dois commencer à entraîner ce muscle inconfortable qui s'appelle dignité. Chaque fois que tu acceptes l'inacceptable juste par peur de déplaire, tu fractures ton caractère. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la faiblesse. Et la faiblesse, au fond, se paie par du mépris, d'abord le tien et ensuite celui des autres. Remercier pour tout, céder toujours, expliquer tes décisions jusqu'à l'épuisement, vivre en fonction de l'humeur des autres. C'est le manuel d'instruction pour une existence médiocre. Tu veux du respect, mais tu te comportes comme quelqu'un de superflu. Tu veux de la liberté, mais tu vis enchaîné à l'opinion des autres. Si tu cherches vraiment l'intelligence émotionnelle, commence par arrêter de demander la permission d'être toi. Personne d'autre ne va te donner ce feu vert que tu désires tant. La validation externe ne remplit jamais le vide intérieur. Elle l'alimente et l'agrandit. Personne ne viendra te sauver de ta propre insécurité. C'est l'une de ces vérités inconfortables. Les gens ne respectent que ceux qui se respectent d'abord. Arrête de perdre du temps à essayer de t'adapter à des moules qui ne te correspondent pas. Arrête de négocier ta paix pour des miettes d'acceptation. Le respect des autres commence toujours par le respect de soi. Tu n'as pas à t'expliquer tout le temps. Tu n'as pas à plaire à tout le monde. Tu n'as pas à être le sauveteur émotionnel de qui que ce soit. Apprendre à dire non, à se taire quand il le faut, à cesser de justifier chaque pas, est le premier acte de rébellion qui te rend le contrôle de ta vie. La validation est une dette impossible à rembourser et plus tôt tu le comprendras, plus vite tu cesseras d'être l'otage des autres. Choisis ta liberté, même si cela te coûte quelques visages fermés. Personne d'autre ne le fera pour toi. 2. Définissez des limites claires et ne les expliquez pas. Il vous arrive quelque chose de simple. On vous demande une faveur que vous n'avez pas envie de faire. Ce n'est pas urgent, ce n'est pas votre responsabilité, mais vous ressentez une pression silencieuse qui vous pousse à dire oui. Vous notez l'inconfort, ce mélange de culpabilité et de peur de décevoir. Et pourtant, vous êtes là, à inventer une excuse, à hésiter, à chercher une raison convaincante qui justifie votre non. Comme si votre refus devait être approuvé, comme si votre droit à avoir des limites dépendait de la compréhension des autres. Souvent, vous n'y parvenez même pas. Vous finissez par accepter, en ingérant le malaise, en accumulant un ressentiment qui se transforme ensuite en fatigue émotionnelle. Et tout cela pour éviter un moment de tension. Quel prix élevé il en coûte de céder son espace personnel pour un instant de paix apparente. Mais le véritable problème n'est pas à l'extérieur, mais dans la croyance intérieure que vous devez expliquer, négocier ou adoucir vos limites pour qu'elles ne semblent pas être une attaque. C'est un piège mental que vous avez appris depuis votre enfance. L'idée que poser des limites est synonyme d'égoïsme, que être ferme est être insensible ou froid. Ainsi, chaque fois qu'une situation inconfortable se présente, votre esprit se remplit de justifications, prépare des arguments, imagine des réactions négatives et cherche à éviter le conflit à tout prix. Le poids de l'approbation sociale devient une sorte de filtre qui déforme votre perception de ce qui est juste et nécessaire. Mais la vérité est que personne ne va protéger votre paix si vous ne le faites pas d'abord. Vous n'avez pas à vous asseoir devant un tribunal chaque fois que vous décidez de prendre soin de votre temps ou de votre énergie. C'est ici que la dignité et l'intelligence émotionnelle entrent en jeu. Les limites claires ne demandent pas de permission ni de pardon. Elles se communiquent avec fermeté, sans fioriture ni excuse. Expliquer trop est une forme cachée de demander de l'acceptation, de mendier de la compréhension pour quelque chose qui, au fond, vous revient de plein droit.
Chaque fois que vous justifiez vos limites, vous les affaiblissez. Chaque fois que vous donnez des explications inutiles, vous ouvrez la porte à ce que d'autres négocient avec vous, remettent en question vos raisons ou vous manipulent pour que vous cédiez. Le respect ne croît pas là où il y a de l'hésitation. La clarté, bien qu'elle soit parfois inconfortable, est un acte d'autodéfense psychologique. La racine de cette habitude réside dans la peur de perdre l'affection ou le statut, dans la crainte d'être considéré comme égoïste. Mais cet investissement émotionnel ne vous conduit qu'à hypothéquer votre bien-être futur pour une petite dose d'acceptation passagère. La véritable force réside dans la capacité à supporter l'inconfort momentané d'un visage long ou d'un silence gênant, plutôt que de porter pendant des jours l'insatisfaction d'avoir cédé encore une fois. Dire non et se taire ensuite est suffisant. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que vos limites sont valables. Vous n'avez pas besoin d'être sympathique pour être respecté. Silence et fermeté, c'est la véritable autorité. Lorsque vous commencez à le pratiquer, c'est difficile. Le corps se tend, la voix tremble, l'esprit crie que vous devez expliquer, adoucir, ne pas risquer d'être le méchant. C'est le vieux réflexe de vouloir plaire et appartenir. Mais c'est là que se forge le caractère, en résistant à la tentation de vous justifier. Ce n'est pas de l'arrogance ni de la froideur, c'est du respect de soi. La valeur de vos limites se mesure à votre capacité à les maintenir sans demander pardon d'exister. Au final, seul celui qui sait dire non, sans tourner autour du pot, devient maître de lui-même. Ligne emblématique. La limite que vous défendez en silence vaut le double. Une autre, votre autorité commence là où vous cessez de vous justifier. 3. Choisis ton bien-être avant de plaire. Je n'aime pas l'admettre, mais souvent, j'ai choisi le bien-être des autres avant le mien, juste pour éviter de me sentir coupable. C'est inconfortable de reconnaître que, derrière cette générosité apparente, se cachait une sorte d'addiction à l'approbation, une dépendance psychologique à la sensation d'être le bon, même si cela impliquait de me trahir. Le problème, c'est que ce mécanisme ne paie jamais ce qu'il promet. Il te livre la satisfaction fugace de plaire, mais te facture ensuite avec de la fatigue, du ressentiment et un sentiment de vide qui ne s'en va pas. Si tu y penses calmement, prioriser le plaisir des autres est une stratégie de survie apprise, un réflexe presque automatique pour te protéger de l'inconfort, du rejet ou du jugement. Mais cette stratégie, loin de t'apporter la paix, te transforme en otage des émotions des autres. C'est un investissement émotionnel avec des intérêts très élevés. Plus tu cèdes, plus on attend de toi, et plus tu t'efforces de ne pas décevoir, moins tu te respectes toi-même. L'origine de ce schéma se trouve souvent dans une éducation émotionnelle défectueuse, où l'on t'a appris que ton propre bien-être est secondaire et que mettre les autres en premier est un signe de vertu. Le résultat est que chaque fois qu'un conflit surgit entre ce dont tu as besoin et ce que les autres attendent de toi, ton esprit active le pilote automatique. Minimiser tes besoins, justifier ceux des autres, reporter ton repos, accepter des tâches qui ne te concernent pas. Le coût de cette habitude est cumulatif et le corps le ressent. Fatigue chronique, irritabilité, manque de motivation et un sentiment constant d'être endetté envers tout le monde sauf toi-même. Vivre ainsi, c'est renoncer peu à peu à ton propre projet de vie. C'est donner du temps, de l'énergie et de la santé en échange d'une image de bonté que personne ne récompensera comme tu l'espères. Sur le plan psychologique, le dilemme est simple. Tu dois décider si tu préfères la tranquillité superficielle de plaire au détriment de ton authenticité ou le malaise momentané de te prioriser, même si cela dérange les autres. La peur d'être égoïste est un piège conceptuel, un filtre mental hérité qui déforme l'idée de justice personnelle. Te prioriser n'est pas négliger les autres, c'est cesser de te sacrifier inutilement par peur de perdre de l'affection. Lorsque tu analyses tes décisions sous cet angle, tu réalises combien de fois tu as agi par peur et non par liberté. C'est ici que l'intelligence émotionnelle réelle entre en jeu. Il ne s'agit pas de te protéger de la douleur des autres, mais d'apprendre à distinguer entre aider par conviction et aider par besoin d'être accepté.
La première option ajoute, la seconde te retire. Choisir ton bien-être exige une révision brutale de tes motivations et un entraînement conscient pour tolérer le malaise de décevoir. Personne n'aime recevoir de la désapprobation, mais si tu choisis toujours le chemin facile, tu ne connaîtras jamais le respect de soi. Chaque fois que tu priorises ton repos, ta santé mentale ou ton temps, tu envoies un message clair. Ta vie n'est pas une monnaie d'échange pour acheter de la sympathie. Ces petits actes d'auto-affirmation, bien que gênants au début, construisent une base solide sur laquelle repose une véritable estime de soi. La clé est de comprendre que plaire n'est pas une obligation morale et que personne n'a le droit d'exiger ton sacrifice constant. La philosophie stoïque le dit clairement. Le contrôle sur ce que tu penses et décides t'appartient et seulement à toi. Si tu remets ce contrôle par peur de déplaire, tu perds bien plus qu'un sourire d'autrui. Tu perds la possibilité de vivre en cohérence. Choisis ton bien-être avant de plaire, même si cela implique des visages fermés ou des jugements silencieux. La vraie paix commence lorsque tu cesses de te trahir pour t'intégrer. Il n'existe pas de dignité sans autodéfense consciente. Phrase emblématique, ton bien-être n'est pas négociable. Une autre, le respect des autres ne compense pas l'abandon de soi. 4. Utilisez le silence comme réponse consciente. Un ascenseur arrêté entre deux étages, silence absolu, seulement le bourdonnement lointain du câble tendu et le clignotement froid du panneau de chiffres. Pas de musique, pas de mots, pas d'échappatoire rapide. Juste cet instant suspendu où le temps s'étire et t'oblige à t'écouter, à sentir le poids de ta respiration et le battement accéléré sous la peau. Utiliser le silence comme réponse, c'est exactement cela. Arrêter le mécanisme automatique des excuses, couper le flux anxieux des mots et rester immobile, mal à l'aise, dans l'espace entre ce qu'on te demande et ce que tu décides. Le silence, bien choisi, est inconfortable pour celui qui l'observe, percutant pour celui qui le maintient. C'est le langage de celui qui n'est plus prêt à offrir des explications, ni à laisser les autres le pousser hors de ses propres limites. Dans la vie réelle, cela se traduit par des gestes concrets. Quelqu'un te lance une demande déguisée en urgence, attend ta réaction docile, mais tu soutiens simplement le regard, sans hâte, laissant le poids de l'attente tomber sur la table. Tes mains restent immobiles, tes lèvres scellées. L'autre commence à s'inquiéter, cherche à remplir l'air de justification, d'arguments, d'allusions, mais tu ne cèdes pas le terrain. Apprendre à utiliser le silence nécessite une maîtrise du corps. Contrôler l'impulsion de te justifier, résister à la pression invisible de devoir dire quelque chose. Laisser le moment se refroidir pour que la décision vienne de la fermeté et non de la culpabilité. Le silence est inconfortable, mais c'est un inconfort qui entraîne le caractère et protège ton énergie. Beaucoup ne supportent pas ce vide et remplissent l'air d'excuses inutiles, comme celui qui se couvre d'une couverture chaque fois que la température baisse. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas expliquer, chaque fois que tu permets à l'autre de coexister avec le non-dit, tu renforces ton autorité interne. Il est courant qu'on te qualifie de froid ou distant. C'est le prix initial de cesser d'être prévisible et complaisant. L'inconfort des autres ne t'appartient pas. Lorsque tu romps avec l'habitude de remplir l'espace avec des arguments, tu apprends à valoriser l'information que ton propre silence génère. Tu observes comment l'autre réagit, combien il insiste, à quelle vitesse il recourt à la manipulation ou au reproche. Le silence bien utilisé est un filtre. Il sépare la demande légitime du chantage émotionnel. Il ne s'agit pas de devenir hermétique ou indifférent, mais de choisir quand et comment parler, de ne pas offrir ton énergie à chaque interaction. Le silence est aussi un bouclier, face aux provocations, aux critiques déguisées en conseils ou aux tentatives de te faire douter de tes propres décisions. Se taire est une manière de couper le cycle de l'influence extérieure. Au lieu d'entrer dans le jeu de la justification, d'alimenter le conflit avec des mots, tu choisis la pause, l'espace, la réponse qui ne s'épuise pas. Celui qui maîtrise le silence maîtrise la scène.
Ligne iconique. Le silence inconfortable vaut plus que 1000 excuses vides. Tu n'as pas à remplir tous les vides. La véritable force réside dans le maintien de l'espace, dans la résistance à la pression sans te trahir, dans le fait de laisser clairement, sans mots, que ta décision est suffisante en elle-même. Il y a des gestes qui en disent plus que n'importe quelle explication. Le regard ferme, la posture droite, l'immobilité des mains. C'est là que surgit la véritable dignité, la certitude que ta présence ne demande pas de permission. Laisse le silence parler pour toi. Celui qui ne sait pas coexister avec lui ne sait pas non plus respecter tes limites. Ligne iconique. Celui qui maîtrise le silence devient maître de son temps et de sa paix. 5. Ne prends pas la responsabilité de la vie des autres. Tu n'es le sauveur de personne. Arrête de porter les vies des autres comme si c'était ta responsabilité, comme si ta mission était de sauver ceux qui s'enfoncent dans leurs propres erreurs. Ce rôle est un piège déguisé en noblesse, une stratégie d'auto-illusion qui ne fait qu'alimenter ton ego et drainer ton énergie. La vérité inconfortable est que tu t'es habitué à te sentir nécessaire, à croire que sans ton aide, les autres ne sauraient pas quoi faire. Mais ce besoin d'intervenir, de résoudre, d'éviter que les autres affrontent leurs conséquences n'est qu'un mécanisme pour te distraire de ton propre vide. Chaque fois que tu t'immisces pour résoudre des problèmes qui ne sont pas les tiens, tu te mets une médaille invisible et en même temps, tu t'enchaînes à une vie d'épuisement, de frustration et de ressentiment. La réalité est brutale. Celui qui vit en assumant les responsabilités des autres n'est pas plus généreux, il est plus faible. Ce n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée en vertu. Peur de ne pas être important, de ne plus être indispensable. Peur que si tu lâches le rôle de sauveur, tu te retrouves seul avec tes propres affaires, sans le drame des autres qui te donne un sens. Mais personne ne te remerciera comme tu l'espères. Au contraire, plus tu résous pour les autres, plus ils deviennent dépendants. Plus tu te sacrifies, moins ils te valorisent. Devenir le coussin émotionnel des autres ne fait que te faire utiliser comme monnaie d'échange pour acheter de l'affection bon marché. Arrête de te croire indispensable. La vie des autres n'est pas ton projet. Il est facile de tomber dans l'excuse de « je veux aider ». Je ne peux pas détourner le regard. Si je ne le fais pas, personne ne le fera. Mais ces phrases sont des mensonges que tu te racontes pour ne pas affronter la peur de décevoir, de perdre le contrôle, de cesser d'être perçu comme la bonne personne que tout le monde peut utiliser à sa convenance. Sois clair. Aider ceux qui en ont vraiment besoin, oui. Porter leurs responsabilités, non. Il y a une différence gigantesque entre la compassion et la codépendance. La première ajoute, la seconde te soustrait. Si ton estime de soi dépend de te sentir utile pour tous, ce que tu as n'est pas de la générosité, c'est de la dépendance émotionnelle. Personne ne respecte celui qui se sacrifie toujours et ne se choisit jamais. Phrase emblématique, celui qui vit pour sauver finit par se noyer. Arrête de protéger les adultes de leurs propres erreurs. Laisse le poids des conséquences tomber là où il doit. Personne ne mûrit ni n'apprend quand il y a quelqu'un qui résout tout. Et si c'est toi qui soutiens, qui amortis, qui bouche les trous des autres, tu retardes seulement la croissance des autres et sabotes la tienne. Ce qui semble être de l'empathie est en réalité de la peur du rejet déguisé en altruisme. Ne te trompe pas. La véritable force réside dans le fait de voir quelqu'un trébucher et, au lieu de courir pour le relever, de faire confiance à sa capacité à se relever seul. Si tu es toujours le filet de sécurité, tu deviens prisonnier des chutes des autres. Ce n'est pas ton rôle. Éloigne-toi du syndrome du sauveur. Arrête de demander la permission de te prioriser. Si quelqu'un se sent mal à l'aise parce que tu cesses de porter sa vie, c'est son problème, pas le tien. La dignité commence lorsque tu lâches le besoin d'être le héros et que tu te choisis toi-même. Phrase emblématique. Ta vie n'est pas la scène des batailles des autres. Celui qui veut vraiment du respect apprend à lâcher la responsabilité qui ne lui revient pas. Tu n'es pas indispensable, tu es libre. 6. Sois juste avec vous-même avant d'être généreux. La justice commence par soi-même, même si cela fait mal à l'admettre.
Vous ne pouvez pas parler de véritable générosité si vous passez votre vie à ignorer vos propres besoins, à remettre à plus tard vos désirs et à reléguer votre bien-être au dernier plan. C'est une contradiction brutale. Vous vous efforcez tant d'être juste et disponible pour les autres, mais vous êtes implacable avec vous-même. Vous vous imposez des sacrifices que vous ne demanderiez jamais à personne d'autre. Cette balance déséquilibrée n'est pas une vertu, c'est de l'abandon de soi déguisé en bonté. Ce que vous appelez générosité est souvent une peur d'être égoïste, une peur de ne pas être à la hauteur des attentes, une peur de ne plus être nécessaire. Vous vivez en vous préoccupant de ne pas décevoir, de ne pas déranger, de toujours répondre présent, même si pour y parvenir, vous devez vous trahir un peu chaque jour. La voix intérieure qui vous dit que ce n'est pas si grave, que les autres en ont plus besoin, que vous pouvez supporter, est le mécanisme qui perpétue cette injustice silencieuse. Ainsi, vous devenez le juge le plus sévère de vos propres besoins et le défenseur inflexible de ceux des autres. La racine de ce schéma réside dans une croyance ancienne et profondément ancrée. L'idée que se prioriser est une faute, que penser d'abord à soi est une sorte de péché moral. Mais personne ne vous récompense pour vous sacrifier en silence. Au contraire, vous vous habituez à être la ressource facile, le joker qui est toujours là, même lorsque vous ne pouvez plus. Ce système fonctionne par inertie. Vous vous retrouvez à résoudre, à accompagner, à céder. Et quand enfin vous vous demandez ce dont vous avez besoin, la seule chose qui apparaît est une sensation de vide et de fatigue accumulée. Vous vous êtes tellement entraîné à regarder vers l'extérieur que vous ne reconnaissez même plus le poids de votre propre dette interne. Être juste avec vous-même n'est pas un acte d'égoïsme. C'est une question d'équilibre psychologique et de respect de base. Celui qui ignore ses propres limites finit par faire payer les autres sous forme de ressentiment, d'épuisement ou de reproches déguisés en bonté. Être juste avec vous-même exige de revoir la façon dont vous vous parlez, dont vous vous jugez et dont vous vous permettez de vous reposer, d'échouer ou de dire non sans sentir que vous devez quelque chose au monde. Il ne s'agit pas d'abandonner la générosité, mais de comprendre que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, ni offrir une énergie qui ne vous reste pas, ni résoudre les vies des autres au détriment de la vôtre. Cet ajustement mental est inconfortable car il oblige à affronter la question que vous évitez le plus. Quelle part de votre générosité est authentique et combien est un mécanisme pour masquer votre peur de ne pas valoir si vous cessez d'être utile? La véritable générosité ne peut surgir que de quelqu'un qui est en paix avec lui-même. Pas de celui qui utilise le sacrifice pour remplir un compte émotionnel toujours dans le rouge. Prendre soin de soi est un acte de justice fondamental. Ligne emblématique. Personne ne va vous rendre ce que vous vous refusez vous-même. La philosophie stoïque insiste sur ce point. La véritable vertu commence par l'autogouvernance. Vous ne pouvez pas être juste à l'extérieur si vous êtes implacable et injuste à l'intérieur. Vous ne pouvez pas prêcher l'empathie si votre dialogue interne est pure exigence et culpabilité. La justice envers vous-même est le premier filtre. C'est seulement à partir de là que vous pouvez choisir quand donner, comment aider et jusqu'où accompagner sans vous perdre dans le processus. Et oui, apprendre à être juste avec vous-même va déranger ceux qui étaient habitués à votre disponibilité illimitée. Qu'il en soit ainsi. Votre dignité n'est pas négociable, votre bien-être non plus. Soyez juste avec vous-même avant d'être généreux, même si cela implique de décevoir ceux qui s'attendaient à continuer à vous demander des sacrifices silencieux. Le respect de soi se construit ainsi, en se choisissant sans demander pardon. Ligne emblématique, justice personnelle avant sacrifice chronique. 7. Priorise ta dignité plutôt que l'approbation. Tu arrives à une réunion de famille et presque sans t'en rendre compte, tu te retrouves à accepter des commentaires sur ta façon de vivre, tes décisions, même tes silences. Quelqu'un donne son avis sur ton travail, un autre remet en question ton dernier choix personnel et l'ambiance se remplit de petites évaluations déguisées en intérêt. Ton premier réflexe est d'acquiescer,
de sourire, d'adoucir le moment pour ne pas créer de tension ni te sentir hors de place. Mais chaque fois que tu avales une gêne, chaque fois que tu baisses la tête pour éviter une discussion minime, ce que tu fais réellement, c'est mettre ta dignité au second plan et donner la priorité à l'approbation de ceux qui t'entourent. Le mécanisme est simple et profondément ancré. On t'a conditionné à penser que plaire est plus important que d'être fidèle à toi-même, que faire plaisir au groupe est une bouée de sauvetage social que tu ne peux pas lâcher. Mais cette habitude, devenue réflexe, finit par éroder ta perception de toi-même jusqu'à ce que ta présence devienne négociable et ton jugement malléable par l'opinion des autres. Si tu analyses le processus, le désir d'approbation n'apparaît pas de nulle part. Il a des racines dans le besoin d'appartenir et dans l'insécurité apprise dès le plus jeune âge. Tu ne veux pas détonner. Tu préfères éviter le jugement et le rejet, même si cela implique de céder de petits territoires internes. Le problème est que chaque concession t'éloigne un peu plus de ta propre cohérence. La dignité ne se perd pas dans de grands drames, mais dans ces gestes quotidiens où tu choisis de garder le silence sur ce que tu penses, d'accepter ce que tu ne veux pas, ou de déguiser ton inconfort pour ne pas être perçu comme l'étrange ou le problématique. Ainsi, l'approbation devient une monnaie d'échange et tu t'habitues à en payer le prix avec tes propres principes. Cet investissement ne rapporte pas. Ce que tu gagnes est une paix superficielle, une illusion d'appartenance qui n'est jamais suffisante car elle dépend de facteurs que tu ne contrôles pas. La conséquence de prioriser l'approbation sur la dignité est une sorte d'érosion interne. Tu perds ton centre, tu cesses de te reconnaître et le respect de soi se dilue jusqu'à ce qu'il ne reste que le masque fonctionnel que tu portes en société. L'estime de soi ne survit pas longtemps lorsque tu la laisses entre les mains des autres. Et c'est ici qu'intervient l'analyse stratégique. Tu dois identifier les points de fuite, ces moments où le désir d'être accepté te pousse à te trahir. La première étape est d'observer sans anesthésie comment tu agis lorsque tu sais que tes décisions peuvent déranger ou déplaire. C'est là que se révèlent les véritables limites de ta dignité. Il ne s'agit pas de se battre pour tout ni d'imposer ta volonté, mais de maintenir ton jugement, même si cela signifie perdre de la sympathie ou faire face à des regards inconfortables. La fermeté n'est pas de l'arrogance, c'est une autodéfense psychologique. Ligne emblématique. La dignité n'est pas négociable, même si l'approbation a bonne presse. Apprendre à prioriser ta dignité est un processus de désapprentissage conscient. Cela exige de désactiver le pilote automatique qui te pousse à chercher l'approbation et de le remplacer par une boussole interne orientée vers la cohérence et le respect de soi. Cela implique de l'inconfort, oui, car tu devras faire face à la vieille peur d'être mal compris ou rejeté. Mais chaque fois que tu choisis ta dignité au-dessus du plaisir social, tu renforces ton caractère et récupères ton autorité sur toi-même. C'est un entraînement. Maintenir tes décisions sans entrer dans des explications inutiles. Exprimer ton désaccord avec respect mais sans l'adoucir jusqu'à le rendre méconnaissable. Accepter que tout le monde ne va pas te célébrer et que c'est bien ainsi. La liberté personnelle commence lorsque tu cesses d'hypothéquer ton authenticité pour un sourire emprunté. Ligne emblématique. Privilégie l'inconfort de la vérité plutôt que de t'intégrer par habitude. 8. Agis avec fermeté, pas avec soumission. Je reconnais que je me suis surpris à accepter des choses que je ne voulais pas, simplement parce que l'inconfort de dire non me semblait plus lourd que le désagrément de céder. Je me souviens de la tension dans le corps, du geste forcé d'acquiescer, de la mâchoire serrée, alors que dans ma tête s'allumait l'alarme qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et pourtant, choisissant la soumission par habitude, par peur, par ce réflexe appris de survivre en plaisant. C'est comme laisser quelqu'un d'autre conduire ta vie, même si tu sais que le volant t'appartient. Il ne s'agit pas de grands drames, mais de ces moments où ton langage corporel te trahit, les épaules affaissées, le regard baissé, les mains agitées sur la table. Chaque fois que tu agis depuis la soumission, ta présence se rétrécit un peu plus, ta voix s'éteint et ton énergie se disperse à plaire plutôt qu'à affirmer ton avis.
La fermeté, en revanche, a une texture différente. Elle se remarque dans la posture droite, dans le regard qui ne se cache pas, dans le ton de voix qui ne monte ni ne descend pour s'adapter à l'ambiance extérieure. Agir avec fermeté n'est pas crier ni s'imposer, c'est maintenir la décision, même si l'atmosphère se tend, même si l'autre fronce les sourcils ou croise les bras en signe de désaccord. C'est le geste de celui qui n'est pas prêt à céder son espace intérieur pour quelques miettes d'approbation. Il y a un moment clé, cet instant où tu ressens la pression de céder, et au lieu de te recroqueviller, tu restes là où tu es. Tu n'expliques pas trop, tu n'embellis pas ton refus, tu le maintiens simplement, laissant l'autre voir que ta décision est inébranlable. C'est ainsi que l'on entraîne la dignité, en supportant le poids du silence, en tolérant l'inconfort des autres sans l'absorber comme une responsabilité personnelle. L'habitude de la soumission se nourrit de petits gestes quotidiens. Le oui que tu voulais être un non, le sourire qui cache le malaise, l'excuse inutile pour éviter un frottement. Mais la fermeté se forge aussi dans des détails simples. Maintenir le dos droit, regarder en face, parler en phrases courtes et claires. La sécurité se transmet plus parce que tu ne cèdes pas que parce que tu expliques. Ceux qui t'entourent le perçoivent. L'énergie change, le traitement s'ajuste. Le respect grandit à mesure que tu cesses de demander la permission d'avoir ton propre avis. Personne ne peut respecter celui qui plie sous la moindre pression. Le respect se construit à partir de la cohérence, pas de la complaisance. Ne confonds pas fermeté avec froideur. La fermeté est clarté, pas rigidité. C'est la capacité de reconnaître tes limites, de choisir quand t'aider et quand te retirer, d'écouter sans laisser l'opinion des autres submerger ton propre jugement. Dans la pratique, cela se ressent comme un contrôle interne, comme si le centre de gravité était en toi et non chez les autres. C'est une autorité silencieuse, sans besoin de te justifier ni d'élever la voix. Celui qui agit avec fermeté occupe de l'espace sans envahir, marque sa présence sans écraser. La véritable autorité est silencieuse, mais elle se ressent dans l'air. Personne ne l'accorde, tu la construis chaque fois que tu choisis de ne pas te trahir. Fais l'expérience. La prochaine fois qu'on te demande quelque chose que tu ne veux pas, observe ton corps, écoute ta voix, note si l'impulsion est de céder ou de te maintenir. Décide, prononce ton non et reste ferme, même si la situation devient tendue. C'est inconfortable, oui, mais cet inconfort est le prix de ta liberté. Ligne iconique. La fermeté ne crie pas, mais elle s'entend clairement. Une autre, ta présence pèse plus quand tu ne te plies pas. La soumission est la renonciation silencieuse. La fermeté, la conquête quotidienne de ton respect personnel. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.